Dans cette vidéo, nous allons parler de la transformée de Fourier d'une mesure. Alors nous allons la définir, nous allons donner quelques propriétés, et puis nous allons également regarder certains cas particuliers, 4 cas d'intérêt, qui d'ailleurs conduiront pour 2 d'entre eux aux sections 9.2 et 9.3. Commençons tout de suite par la définition de la transformée de Fourier d'une mesure. Alors la transformée de Fourier d'une mesure, ça va être une fonction. Je prends une mesure, alors attention, pas n'importe quelle mesure, une mesure finie sur RD muni-borélien. Je rappelle que mesure finie, ça veut dire que la mesure de RD est finie, donc c'est un nombre réel, réel positif bien sûr, un nombre réel, et donc ça ne peut pas être plus l'infini. Voilà, c'est une mesure finie. Alors, comment je définis cette fonction, la transformée de Fourier de la mesure mu? Eh bien, je définis cette fonction de la manière suivante. Pour y1, y2 jusqu'à yd, d étant la dimension de l'espace RD, je vais donc associer l'intégrale sur RD de l'exponentielle de ix1, y1 plus ix2, y2 plus ix3, y3, ainsi de suite, plus ixd, yd. Donc le produit scalaire standard de RD, de x, du vecteur x1 à xd avec y1 et yd, multiplié par i. Et ça, je vais donc l'intégrer par rapport à la mesure mu, qui encore une fois est une mesure finie. Alors, si je réécris ça avec simplement donc des vecteurs, pour que les choses soient plus simples, je prends un vecteur y de RD, et je lui fais correspondre donc mu chapeau de y, qui va donc être l'intégrale sur RD de exponentielle i produit scalaire de x et de y par rapport à la mesure mu. Alors là, on remarque tout de suite une chose, c'est que je n'ai pas de problème pour définir mu chapeau, parce que l'hypothèse mu finie rend la fonction EI produit scalaire de x et de y intégrable. Et vous voyez bien l'importance de mu fini. Si je n'avais eu une mesure qui n'était pas une mesure finie, par exemple l'intégrale de Lebesgue, eh bien je ne peux pas calculer cette intégrale, donc je ne peux pas calculer cette fonction. Je ne peux pas définir une fonction lambda chapeau, transformée de Fourier, de la mesure de Lebesgue. Alors, si je prends un exemple, donc par exemple la mesure simplement delta A, la mesure de Dirac au point A, eh bien quand je calcule la transformée de Fourier de cette mesure, donc la fonction mu chapeau, ça va être l'intégrale sur RD de EI, produit scalaire de x et de y, par rapport à la mesure delta A. Eh bien ça, quand je calcule l'intégrale, alors évidemment l'intégrale par rapport à la mesure de Dirac, c'est relativement simple, et donc là ça va me donner simplement l'exponentielle de i produit scalaire de A avec y. Je vais vous donner un autre exemple, cette fois-ci je vais me placer dans R, et je vais prendre comme mesure une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, donc la fonction indicatrice de moins 1, 1, multipliée par 1 sur 2pi, et donc multiplié par lambda. Donc, autrement dit, j'ai pondéré ma mesure de Lebesgue par cette fonction indicatrice de moins 1, 1 multipliée par 1 sur 2pi. Bon, donc autrement dit, j'ai une densité, j'ai une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, calculons la transformée de Fourier de mu. Donc, mu chapeau en y, ça sera donc l'intégrale sur R de EIXY multiplié par cette fonction, fonction indicatrice, donc moins 1, 1 fois 1 sur 2pi, par rapport à lambda dx. Bon. Vous remarquez une chose, c'est que lambda, la mesure de Lebesgue, n'est pas une mesure finie, mais la mesure mu, elle, est bien une mesure finie. Mu, c'est une fonction, donc une fonction de densité, donc qui en l'occurrence là vaut 1 sur 2pi entre moins 1 et 1 et 0 partout ailleurs. Donc je peux vous dire tout de suite quelle est la mesure de R. La mesure de R, ça va être simplement 1 sur 2pi fois 2. Donc ça fait 1 sur pi. Bon. Donc voilà, donc très bien. Donc on a mu chapeau de y donc, qui est défini de cette manière-là. Eh bien, il suffit de faire le calcul à ce stade. Donc voilà ce qu'on obtient, 1 sur 2pi intégrale entre moins 1 et 1 de EIXY.
bon, on connaît une primitive de cette quantité, hein, donc bon, soit y égale 0, la primitive de 1, elle est connue, soit y est différent de 0, et la primitive de exy, elle est également connue. Hein, donc on n'a pas de difficulté pour calculer cette intégrale, et en l'occurrence, voilà ce que ça donne. Donc si y égale 0, c'est 1 sur pi, et si y est différent de 0, bien, je vois qu'il apparaît EY moins E moins y sur 2i, on reconnaît le sinus, donc ça me donne sinus y sur pi y si y est différent de 0, et 1 sur pi si y est égal à 0. Autrement dit, c'est 1 sur pi fois le sinus cardinal de y. Je rappelle, sinus cardinal de y, c'est sinus y sur y prolongé par continuité en 0. Donc voilà la transformée de Fourier de la mesure mu. Alors donnons quelques propositions. Alors la première, c'est presque une remarque, hein, c'est de vérifier que la fonction mu chapeau est toujours à la fois continue et bornée. On peut même dire qu'elle est bornée par la mesure de l'ensemble, qui va être d'ailleurs mu chapeau de 0. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer ça? Bon, c'est très simple. La bornitude est quasiment évidente. Hein. Si je regarde mu chapeau de y, ça va être l'intégrale sur RD de EIXY, enfin produit scalaire de x et de y, mu dx. Bon, si je prends la valeur absolue ou le module de cette fonction, bon, par l'inégalité bien connue, ça va me donner cette expression. Et chacun sait que le module de EIXY, c'est 1. Autrement dit, ça va être l'intégrale de mu sur RD. Et vous voyez, on a bien besoin du fait que cette mesure est finie. Ça va nous donner mu de RD. Qui est bien sûr mu chapeau de 0. Bon, donc ça, on n'a pas de problème. Mu chapeau est borné. Deuxième point, la continuité. La continuité résulte du fait qu'on a la continuité sous le signe somme avec la domination de EIXY, un produit scalaire XY, par 1 en valeur absolue, enfin en module. Donc on n'a pas de problème non plus, donc c'est bien borné et continu. Autre proposition, qui est même plus qu'une proposition, parce que c'est une proposition très importante, on va appeler ça un théorème. Si mu et nu sont deux mesures finies, donc je vais pouvoir calculer la transformée de Fourier, eh bien, la transformée de Fourier du produit de convolution de mu et de nu, ce sera le produit de la transformée de Fourier de mu par la transformée de Fourier de nu. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, démontrons-le. Je vais prendre un x dans RD. Eh bien, la transformée de Fourier de mu étoile nu en x, ce sera simplement, j'applique la définition, l'intégrale sur RD de EIXY par rapport à la mesure mu étoile nu. Oui, mais souvenez-vous, mu étoile nu, la définition, c'est la mesure image de la somme pour la mesure produit. Donc ce que je vais pouvoir écrire, c'est que c'est l'intégrale, non plus sur RD, mais sur RD croix RD, de EIX U plus V, cette fois-ci, avec la mesure produit, hein, mu produit nu, en DU dV. Donc maintenant, j'ai deux variables. Hein. Alors, une fois qu'on a écrit ça, vous voyez ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que mon exponentielle IX U plus V, je vais la décomposer en exponentielle I XU et exponentielle I XV. Oui, c'est ça, XV. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va utiliser Fubini. Et avec Fubini, effectivement, on va avoir le produit des deux intégrales. Et alors en fait, on va avoir le produit de l'une avec l'autre, mais comme l'une est constante par rapport à l'autre, on va le sortir, enfin, coup classique. Hein. Donc voilà, donc on va avoir effectivement ce produit d'intégrale. Ce produit d'intégrale, c'est exactement le produit de la transformée de Fourier de mu par la transformée de Fourier de nu. Donc on a bien le résultat attendu. Alors, encore un théorème. Si on a donc deux mesures finies définies sur RD avec les Boreliens, eh bien, le fait que leur transformée de Fourier soit égale va entraîner le fait que les mesures soient égales. Alors, évidemment, si les mesures sont égales, on aura forcément les transformées de Fourier qui le seront, mais ce qui est intéressant, c'est la réciproque, donc c'est la réciproque qu'on met en valeur ici, bien sûr c'est une équivalence, le fait que si les transformées de Fourier sont égales, alors les mesures sont égales. Alors, la démonstration, on va donner un pointeur dans les notes de cours, une démonstration un petit peu technique, mais qui est très utile. On verra notamment une utilisation de ce théorème un petit peu plus tard dans les sections suivantes de ce chapitre. Alors, il va y avoir 4 cas
particuliers de très grand intérêt. Le premier cas particulier, c'est le cas particulier où la mesure mu est donnée par une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc typiquement, mu, ça va être une fonction fois la transformée, fois la mesure de Lebesgue. On a une pondération de la mesure de Lebesgue par la transformée par une fonction. Ça, c'est le premier cas. Et ça va nous conduire à définir la transformée de Fourier d'une fonction. Un deuxième cas d'intérêt, ce sera le cas où mu est une densité par rapport à la mesure de comptage. Et ça va nous donner la transformée de Fourier à temps discret, la TFTD. Un troisième cas d'intérêt, ce sera le cas où mu est une densité par rapport à la mesure uniforme discrète. Et ça nous donnera la transformée de Fourier discrète, la TFD. Et enfin, quatrième cas d'intérêt, c'est le cas où mu est la loi d'une variable aléatoire. Alors évidemment, on n'aura pas de problème pour que mu soit fini, puisque c'est une mesure de probabilité, mu de l'espace, ce sera 1. Bon. Alors ça s'appellera la fonction caractéristique. Alors je vous propose de regarder chacun de ces cas particuliers et de commencer par le premier. Alors le premier cas particulier, on va considérer f une fonction intégrable positive et on va s'intéresser à la transformée de Fourier de la mesure de densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc mu, c'est f, mesure de Lebesgue. Alors qu'est-ce qu'on a? On fait le calcul. Mu chapeau de y, c'est l'intégrale sur RD de EIX, y, f, x avec la mesure de Lebesgue. Et alors là, vous voyez, quand on a ça, ça donne envie de définir la transformée de Fourier de la fonction f de la manière suivante. Vous voyez, autrement dit, on a envie de dire que la transformée de Fourier de la fonction f, c'est la transformée de Fourier de la mesure de densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc on donne une nouvelle définition. On avait défini la transformée de Fourier pour une mesure, et maintenant on va donner la définition, on vient de donner la définition, pour la transformée de Fourier d'une fonction intégrable positive. Alors, vous remarquez d'ailleurs que dans cette intégrale, enfin dans cette définition, on pourrait la définir d'ailleurs pour une fonction qui n'est pas forcément positive. Il faut qu'elle soit intégrable, mais si elle n'est pas positive, c'est pas très grave. Bon, alors en fait, il y a une raison à ça. On avait déjà effleuré ce sujet-là lorsque nous avions fait le produit de convolution. En fait, on pourrait définir des mesures, on pourrait généraliser la notion de mesure avec des mesures qui pourraient changer de signe. On ne fait pas ça, mais ça nous permettrait de reconnecter les fonctions positives ou qui changent de signe avec des mesures de densité. On ne fait pas ça. On dit ça, enfin, pas dans ce cours. Et ce qu'on dit simplement, c'est pour les fonctions positives, on voit la raison pour laquelle on pose cette définition et sans plus d'égard, on va étendre cette définition aux fonctions qui changent de signe. On a le droit de le faire, puisque effectivement, c'est parfaitement intégrable. Bon. Alors, néanmoins, quand on a dit ça, il faut attirer votre attention sur le fait que plusieurs conventions existent. Alors, en particulier, on va prendre alpha, compris entre 0 strictement et plus l'infini strictement, donc R plus étoile, et on va prendre bêta, qui va être un nombre réel non nul, peut-être négatif, et on va noter h, la fonction qui a x associe 1 sur bêta fois x. Autrement dit, c'est une application qui va essentiellement dilater ou contracter, éventuellement d'ailleurs dilater ou contracter en changeant de sens, la droite des réels. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est considérer la mesure mu de densité de f, non pas par rapport à la mesure de Lebesgue, mais par rapport à la mesure suivante. Donc, c'est la mesure de Lebesgue rond h, donc c'est-à-dire on a dilaté ou on a contracté avant de faire la mesure de Lebesgue, et ensuite on a multiplié par une constante, qui est alpha, module ou valeur absolue, là, en l'occurrence c'est un réel, de bêta à la puissance d. Bon. Alors, dire pourquoi pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la transformée de Fourier de mu. Alors ça, sans surprise, la transformée de Fourier de mu, ça va être l'intégrale sur RD, etc. Donc là où tout à l'heure, on avait f lambda dx, maintenant on a f et puis cette mesure-là. Bon.
Alors, quand on fait ça, on peut faire un changement de variable. Le changement de variable t égale 1 sur bêta x. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que voilà le résultat. Donc mon RD, quand on fait ce changement de variable, il est évidemment invariant. On a un jacobien qui sort. Donc ça, c'est 1 sur valeur absolue de bêta puissance d. Là où on avait x, maintenant on a bêta t. Bon, donc évidemment, le jacobien se simplifie avec le valeur absolue de bêta d. Et finalement, ce qu'on obtient, c'est ça. Bon, donc la transformée de Fourier de cette mesure, ça va être la fonction qui est indiquée ici. Et ce qu'on prendra comme définition de la transformée de Fourier de la fonction f, ça sera justement cette expression-là. Voilà. Donc vous voyez que si alpha égale 1 et bêta égale 1, dans ce cas, la mesure qui est indiquée, c'est la mesure de Lebesgue toute normale, et on avait la définition tout à l'heure. Mais mon point est que nous avons plusieurs définitions possibles, vous trouvez plusieurs définitions, et en fonction des livres, en fonction des personnes, vous aurez des valeurs de alpha et de bêta différentes. Voilà, donc ça c'est la situation que l'on a, c'est plusieurs définitions possibles pour la transformée de Fourier. Alors, je vais tout de suite vous montrer quelques exemples. Alors, le premier, c'est dans l'excellent ouvrage de Kolodgasquet et Witowski, on a l'intégrale de Fourier, la transformée de Fourier, qui est définie avec alpha égale 1 et bêta égale moins 2pi. Voilà ce qu'on a dans cet ouvrage. Dans le Rudin, on a une autre convention. On a alpha égale 1 sur racine de 2pi et bêta égale moins 1. Dans cet autre ouvrage, on a alpha égale 1 sur racine de 2pi et bêta égale 1. Donc, vous voyez, on a, en fonction des ouvrages, on va avoir des définitions qui vont varier. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir bien compris que on n'a pas une définition de la transformée de Fourier, on a, en fonction des ouvrages, plusieurs définitions possibles qui vont avoir des propriétés très similaires, mais il faut faire extrêmement attention. Donc, en l'occurrence, deux points sur lesquels je souhaite attirer votre attention. La première chose, c'est que il faut que vous vous adaptiez aux définitions. Donc, si vous prenez un livre ou vous prenez un autre livre, faut pouvoir s'adapter. Mais bon, l'ingénieur Centrale Supélec est adaptable, donc ce n'est pas un problème. Et la deuxième chose, c'est surtout ne jamais prendre une table de conversion de f vers les transformées de Fourier sans réfléchir, et puis on applique la formule. Si on fait ça, si on n'a pas la même convention, forcément, on aura des choses qui ne vont pas aller. Bon. Alors, donc dans ce cours, cours de ce premier semestre, dans la convention que nous allons adopter, ce sera alpha égale 1 sur racine de 2pi et bêta égale moins 1. Donc ça veut dire que la transformée de Fourier sera définie par cette formule. Et puis on notera ff égale f chapeau. Voilà. Donc la raison pour laquelle on fait ça, ça va apparaître dans le chapitre, dans la section 2 de ce chapitre. Donc on va faire une étude détaillée de la transformée de Fourier pour ces fonctions. Et on a fait ce choix de alpha et bêta parce que de cette manière-là, f, vous verrez pourquoi, il faut attendre donc, la section suivante pour comprendre cette phrase, f sera une isométrie de L2. Il y aura une autre convention qui sera choisie au second semestre lorsque vous ferez le cours de traitement du signal. La convention qui sera choisie, c'est alpha égale 1 et bêta égale moins 2pi. Donc voilà la définition que vous aurez. Et bien sûr, on posera ff égale f chapeau. Alors, je vous dis, il y a beaucoup de conventions. Quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, alpha, c'est souvent 1 sur racine de pi, 1 sur 2pi, ou bêta, c'est 1, moins 1, 2pi, moins 2pi. C'est rare d'avoir alpha égale 378 et bêta égale moins 361. Donc bon, c'est quand même à peu près toujours dans ces eaux-là que ça tourne. Pour une raison essentielle, c'est que en prenant ces valeurs-là, bien certaines formules seront beaucoup plus simples dans un cas et d'autres seront beaucoup plus simples dans d'autres cas, dans d'autres choix de convention. Donc c'est la raison pour laquelle il y a autant de définitions, la raison pour laquelle il y a toutes ces définitions. Voilà. Bien, donc voilà pour la transformée de Fourier d'une fonction. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous allons étudier en détail dans la section 2 de ce chapitre.
Regardons à présent le deuxième cas particulier d'intérêt, le cas d'une densité par rapport à la mesure de comptage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une suite positive, dont la série converge, et converge donc, du coup absolument, hein, puisqu'elle est positive. Et on va s'intéresser à la transformée de Fourier de la mesure de densité un par rapport à la mesure qui est la somme pour n appartenant à zd des delta n, c'est-à-dire des mesures de Dirac au point n. Alors, n, c'est un vecteur de Zn. Hein. Donc, la mesure mu, du coup, ce sera la somme des un delta n pour tous les n de Zd. Bien, ce qui va se passer, on va calculer la transformée de Fourier. Quand on calcule la transformée de Fourier, voilà ce qu'on obtient. Transformée de Fourier de mu, c'est ça. Donc, du coup, on va définir la transformée de Fourier de la suite. Donc là, c'est une définition. Hein. On définit la transformée de définition de la suite comme étant la transformée de Fourier de la mesure de densité de cette suite par rapport à la mesure de comptage. Puis, comme tout à l'heure, on étendra cette définition aux suites qui changent de signe. Alors, là encore, on peut avoir plusieurs conventions qui existent, parce que de la même manière, on peut prendre en alpha, on peut prendre en bêta, et ce qu'on peut regarder, c'est du coup, par rapport non plus à la mesure de comptage, mais la mesure de comptage légèrement modifiée. Et ce qu'on va obtenir, c'est comme transformée de Fourier de la suite, la formule suivante, donc alpha fois la somme pour n appartenant à zd de un, ei, bêta, yn. Où yn, c'est le produit scalaire, le plus simple qui existe, hein, celui que vous connaissez depuis toujours, de y avec n. Et lorsque d égale 1, voilà ce qu'on obtient, hein, la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de un, ei, bêta, yn, avec un coefficient alpha devant. Alors, au second semestre, la convention qui sera prise sera de prendre alpha égale 1 et bêta égale moins 2pi. Voilà. Et ça, justement, c'est ce qui s'appellera la transformée de Fourier à temps discret, la TF-TD. Alors, vous verrez pourquoi ça s'appelle comme... on peut actuellement imaginer tout un tas de raisons déjà présentes, mais vous verrez pourquoi, dans le traitement du signal, ça a un intérêt et des applications, et pourquoi ça s'appelle la transformée de Fourier à temps discret, la TF-TD. Qu'il ne faut pas confondre avec la transformée de Fourier discrète. Alors, transformée de Fourier discrète, ça va être ce qu'on va avoir lorsque l'on va considérer une mesure mu qui est une densité par rapport à la mesure uniforme discrète. Alors, mesure uniforme discrète, c'est la mesure qu'on retrouve dans l'équiprobabilité, hein, vous savez. Donc, ce que je vais prendre, une mesure, donc la mesure d'équiprobabilité, diront certains, hein, donc 1 sur grand N, somme pour n, petit n variant de 0 jusqu'à grand N moins 1 de delta n. Donc là encore, j'ai mes mesures de Dirac qui sont tous les points n de 0 jusqu'à n moins 1. Je prends un vecteur de R plus n, et je prends deux paramètres, hein, comme précédemment, donc alpha et bêta. Bon. Eh bien, je vais définir mu comme étant alpha sur n, somme pour n variant de 0 jusqu'à n-1 de xn, la mesure de Dirac rond h. Eh bien, quand je calcule, donc je mets la formule, calcul dans l'intégrale, etc., eh bien, mu chapeau de y, la transformée de Fourier de cette mesure, ce sera, eh bien, alpha sur n, somme pour n variant de 0 jusqu'à n-1 de xn, ei, bêta, yn. Bon. Eh bien, on va définir la transformée de Fourier du vecteur x par cette formule. Autrement dit, on la définit simplement comme la transformée de Fourier de la mesure mu qu'on a ainsi définie. Et au second semestre, dans le cours de traitement du signal, eh bien, vous prendrez alpha n et bêta égale moins 2pi, ce qui vous donnera eh bien, la formule qui est indiquée ici, que vous retrouverez bien sûr à la fois dans le polycopier de transformée du signal, mais également dans le cours et dans les applications de ce cours. Quatrième cas particulier d'intérêt, le cas où mu est une variable aléatoire, et la loi d'une variable aléatoire. Alors dans ce cas, eh bien, on va tout de suite donner une définition qu'on vous redonnera dans la section 3. Si donc Px est la loi de cette variable aléatoire grand X, eh bien la transformée de Fourier de la loi, ça va s'appeler la fonction caractéristique de la variable aléatoire, et on le notera en général phi x. Exemple,
Eh bien, si je prends x égale delta A, hein, la mesure de Dirac dont on a parlé tout à l'heure en A, eh bien, la fonction caractéristique de cette variable aléatoire, ce sera EI YA. Donc voilà les 4 cas particuliers d'intérêt. Alors tout est intéressant, hein, bien sûr. Enfin, la transformée de Fourier d'une mesure, en général, c'est intéressant, mais il y a vraiment 4 cas particuliers de très grand intérêt. Le cas où on a mu qui est une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, ça, on va le faire tout de suite. Hein, dans la vidéo qui suit, on va s'y attaquer. On va regarder en détail tout ça, ce sera la section 2 de ce chapitre. La TFTD et la TFD, vous verrez ça au second semestre. Et dans la section 3 de ce chapitre, nous allons regarder les fonctions caractéristiques.